un petit onglet pour lever la main qui est réaction et vous pouvez lever le pouce. Et dans ces cas-là, vous pourrez ensuite activer votre micro pour poser votre question à l'oral. Nous laissons encore entrer quelques personnes dans la rencontre. Vous pouvez indiquer également dans le chat si vous avez déjà fait des études en France. Bonsoir Laila. Je suis Jérémy Goldbaum, je suis attaché culturel à l'ambassade de France au Kazakhstan. La rencontre avec les alumni fait partie de la programmation de l'ambassade de France au Kazakhstan, en partenariat avec Campus France Kazakhstan, représenté par Anar aujourd'hui, et en partenariat également avec l'Alliance française de Nour-Sultan. Donc, il y a une série comme ça d'événements. Le lundi est en général consacré à la promotion des études en France et aux discussions autour de la vie en France, des études en France, de l'enseignement du français. Le jeudi est consacré au marathon littéraire, à la lecture et à l'analyse d'ouvrages en français. Et puis, les week-ends, vous pouvez rencontrer, grâce à l'ambassade de France au Kazakhstan et à l'Alliance française de Sultan, des personnalités culturelles, des artistes, des auteurs, des compositeurs, des chanteurs, différentes personnalités. Aujourd'hui, n'hésitez pas à couper vos micros pendant la conférence pour ne pas gêner les autres participants. Vous pouvez allumer votre caméra en revanche. Donc, bienvenue à ces rencontres aux rencontres avec les alumni francophones de grandes écoles et d'universités françaises. Aujourd'hui, nous sommes très heureux avec Campus France Kazakhstan et l'Alliance française de Nour-Sultan d'accueillir Dana Alina, Lynn Ulvelstadt, Alessandro Ferrario et Bartiyar Chokobayev. Ils vont discuter avec vous de leurs expériences en France, d'études, leurs choix, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la France pour leurs études, et également la relation avec la langue française. Alors, nous allons commencer par Lynn Ulvelstadt. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Lynn, je suis norvégienne et j'ai fait une licence à Paris et mon master à Sciences Po Paris, Relations internationales. Alors Lynn, bienvenue. Pourquoi justement vous avez choisi la France pour faire vos études supérieures? Vous, à l'origine, vous étiez étudiante à l'université d'Oslo, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai eu la possibilité de faire un échange ou de faire une partie de ma licence à l'étranger. Et puisque j'avais déjà étudié le français au lycée à quatrième langue, je me suis dit que c'était un peu la possibilité de partir à l'étranger et d'améliorer mon niveau de français. Et quel en était plus, ton niveau de français, justement? Ton niveau de français euh, avant de partir?
J'avais un niveau B1, je pense. Donc, je parlais pas très bien français encore, mais avec un peu de courage, ça allait quand même. Et comment tu as choisi la Sorbonne, justement? Quel était ton choix d'établissement? C'était un partenariat avec l'université? Comment ça s'est organisé d'un point de vue logistique? Justement, il y avait un partenariat avec l'Université d'Oslo, avec la section politique à la Sorbonne. Et puisque c'est une institution renommée partout dans le monde, je me suis dit que c'était quand même un bon choix. Donc pour moi, c'était entre le Canada et la France. Et j'étais plus attirée par Paris que d'autres villes. Et donc le choix a été fait. Voilà. Et ensuite, après la Sorbonne, donc tu as intégré Sciences Po Paris. Comment tu as intégré cette grande école? Justement, quelle est la nuance entre une université et une grande école, pour l'admission notamment? Pour l'admission, moi j'avais également fait un prépa, enfin une classe préparatoire en littérature, philosophie et langue française. Et j'avais également fait pas mal de stages. Et Sciences Po, c'est quelque chose qui est beaucoup aussi, parcours professionnel et comment on prépare son avenir. Donc moi, j'avais notamment fait un stage à l'ambassade de Norvège et aussi avec Médecins sans frontières. Voilà. D'accord. Donc, t'as En euh, France, dans les deux cela. stages, les deux Mhm. stages avaient lieu en France? Le stage avec Médecins sans frontières était à Oslo et puis le stage à l'ambassade de Norvège était à Paris. D'accord. Et justement, il était nécessaire de bien parler français pour ce stage à l'ambassade de Oui, tout à Norvège. fait. Et il faut avoir un niveau plus ou moins bilingue pour pouvoir travailler à l'ambassade de Norvège à Paris, où je travaille actuellement, justement. Et si tu devais définir justement un petit peu Sciences Po, les cours que tu as eu à Sciences Po en master, Mhm. comment est-ce que tu en parlerais? Bah, pour moi, je pense que ce qui me reste, c'est justement cette grande ouverture vers l'international. C'est ça qui était la grande différence par rapport à la Sorbonne. Et moi, j'ai choisi un parcours avec des cours en français et en anglais. Et on avait vraiment des professeurs exceptionnels de partout dans le monde. Et c'est aussi beaucoup plus professionnel qu'à la Sorbonne ou des universités en général. Et la langue d'enseignement du master, c'était le français ou il y avait également des cours en anglais? Les Comment deux. ça- On a pu D'accord. choisir entre un grand nombre de cours. Et du coup, moi, j'ai fait 60%, 70% en anglais et le reste en français. Avec d'autres. Ouais. Et tu as décidé de rester vivre à Paris. Oui, justement, quand j'avais eu mon diplôme, je voulais partir voyager un peu. Mais en même temps, il y avait une ouverture à l'ambassade de Norvège à Paris et j'ai postulé dans la section de défense. Et puisque j'ai eu ce poste, j'ai décidé de rester, même si ce n'était pas prévu. Très bien. Merci beaucoup, Lynn. Merci à toi. Oui, merci Lynn. Maintenant, Dana. Oui, Bonjour bonsoir. Dana. Tu es kazakh francophone et tu as effectué tout ton parcours d'apprentissage de licence au doctorat en France dans le domaine aussi intéressant que l'astrophysique. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus de comment tu as décidé d'aller jusqu'au bout, d'étudier en France et de faire ta recherche au final en France aussi à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie? Alors, oui, au départ, j'étais étudiante à Almaty, au Kazakhstan, étudiante en management, parce que je ne pensais pas que je puisse faire de la recherche au Kazakhstan à cette époque, surtout en astrophysique. Mais ça restait quand même un rêve. Et quand j'ai vu qu'il y a un programme de gouvernement kazakh, des bourses euh, pour aller étudier à l'étranger, je me suis dit, là, c'est vraiment une occasion de réaliser ce rêve. Du coup, j'ai postulé, mais c'était juste pour la licence de physique, la bourse. J'ai choisi Paris et je me suis fait une grosse blague parce que j'ai choisi l'université. Bon, j'ai fait j'ai ouvert un classement des universités, le classement de Shanghai, je crois. J'ai pris les top 50 des universités mondiales. J'ai regardé, est-ce qu'il y a des universités françaises? Oui, il y en avait. Après, je me suis dit, je voudrais aller à Paris. OK. Et il y avait 2 ou 3 universités où c'était écrit Université Paris. 1, 2, 3, je ne sais pas.
Et moi, je n'ai pas eu l'idée de regarder sur Google Maps où se trouvent ces universités. Pour moi, si c'était écrit Paris, alors c'est Paris. Mais en fait, non. Je me suis retrouvée à l'université Paris Sud 11, qui se trouve à 30 km de Paris. Donc, j'habitais la banlieue parisienne, qui n'était pas du tout charmante, qui n'était pas du tout romantique, ni belle. Mais l'université elle était très bien. Donc, oui, elle méritait sa place dans le classement Shanghai. Mais ce n'était vraiment pas la vie que je voulais. Du coup, j'ai changé. Quand je me suis retrouvée là-bas, mais vraiment, j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle. On m'a donné le billet pour aller quelque part, puis il fallait changer. Et je me retrouve dans une ville, une petite ville, des HLM. Et voilà. Et c'est là que j'ai appris que l'Université Paris Sud 11, ça se trouve au sud de Paris. Bon, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu changer. J'ai changé pour Paris 6, rien que pour vivre dans Paris. Après, j'ai voulu continuer un master parce que juste faire juste la physique, je ne voulais pas être prof de physique, par exemple. Et même avec la licence, tu ne peux rien faire. Il fallait vraiment avoir il fallait se spécialiser. Et moi, je voulais faire de l'astro. Et malheureusement, à Paris 6, où j'étais, à Pierre et Marie Curie, le parcours de master ne me convenait pas. Et j'ai vu qu'à Toulouse, il y a un master qui propose un programme très varié. Donc, j'ai changé pour Toulouse, aussi pour des raisons financières, parce que c'est moins cher que Paris. Et je regrettais pas parce que le master, il était vraiment très bien fait, ouvert à l'international aussi, puisque le M2, il était en coopération avec les universités européennes. Donc, on avait les cours en anglais et il y avait beaucoup d'étrangers. Donc, c'était assez intéressant comme échange entre les étudiants. Voilà. Et après, pour ensuite postuler au doctorat, je passais le concours comme tout le monde, comme tous les Français, tous les étrangers. La France ne fait pas de différence. Si tu as un diplôme, tu as fait ton stage et si tu es bien classé, tu peux avoir une bourse, ce que j'ai fait. Et donc, je suis restée plus de 3 ans en thèse à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Super, merci Dana. Et est-ce que tu peux dire que tu visais dès le début la recherche? Est-ce que tu voulais aller au doctorat? Oui, je visais, même si je savais que la bourse qu'on me donnait, la bourse Bolachak, tous les Kazakhs la connaissent, même si elle est donnée juste pour une formation, pour une étape. J'ai demandé une dérogation pour prolonger mes études et elle a été accordée. Donc, j'ai pu faire tout, même si le gouvernement kazakh, il a payé que pour la licence. Ils ont attendu que je revienne. Et là, je suis en train de compenser tout à l'État kazakh. Oui, justement, Dana, est-ce que c'était la seule raison pour toi de rentrer au Kazakhstan, en fait? L'obligation de rentrer? C'était une des deux raisons. L'autre, c'était la raison familiale. D'accord, oui, je vois. Et tout le parcours, c'était totalement en français. C'était les études francophones. Oui. Et comme Lynn, j'avais le niveau B1. Et moi, j'en suis sûre parce que pour entrer, j'avais passé le TCF, le test de connaissance de français, et j'avais le niveau B1. Mais j'étais très bonne en grammaire, mais mauvaise à l'oral, à l'écoute. À l'aéroport, je ne comprenais rien. Vraiment, je regardais les lèvres pour identifier les mots. Et c'était le cas pour tout le premier semestre. Je regardais les lèvres, j'enregistrais le abracadabra qu'il disait. Après, en arrivant à la maison, je décortiquais tout ça en morceaux pour comprendre ce qui s'est passé pendant les cours.
Ça a bien marché, en tout cas, ça se voit. C'est parfaitement comme Oui. tout le monde ici. Une bonne Merci. technique. Merci, Dana. On- Merci Dana. Alors, j'aimerais vous présenter Alessandro Ferrario. Alessandro Ferrario est un Italien francophone, diplômé en 2016 d'HEC Paris, du MSc in Business Administration. Alors, Alessandro, est-ce que tu pourrais nous présenter déjà ton parcours, qui est un petit peu atypique pour un Italien francophone? Avec plaisir. Bonjour à tous déjà et bienvenue sur ce live. Je m'appelle Alessandro et je suis effectivement, comme Jérémy le disait, italien, mais avec une particularité, c'est que j'ai rapidement quitté l'Italie quand j'avais moins d'un an et j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. Donc j'ai vécu un peu en Afrique, entre la Guinée et le Congo. Et après, j'ai été en Amérique du Sud, entre le Honduras et le Pérou. Et j'ai fait au fait toute ma scolarité dans le système français. Ce qui fait que quand j'ai obtenu mon bac français, je parlais déjà très bien français. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à poursuivre mon parcours d'études supérieures en France. Moi, j'ai choisi un parcours un peu particulier, c'est-à-dire un parcours de classe préparatoire pour la filière business. Donc, en France, il y a quelques filières, notamment la filière de lettres, la filière d'ingénierie et la filière business, pour laquelle on a des classes préparatoires qui consistent en 2 ans d'études assez intenses. Et au bout de ces 2 années d'études, on passe un concours. Et en fonction des résultats du concours, on est pris dans telle ou telle autre école. Donc, j'avais envoyé mes candidatures à un grand nombre de classes préparatoires. Il y en a qui sont publiques, il y en a qui sont privées, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont dans d'autres villes. Et j'avais été pris dans plusieurs classes préparatoires et j'ai choisi d'aller à Lyon, qui est une ville plus ou moins au sud de la France, où j'ai fait mes 2 années justement de classe préparatoire au lycée du Parc. Donc, après avoir fini ces 2 années, j'ai passé, comme tous les étudiants en classe préparatoire, le concours. Et j'ai été pris à HEC Paris, qui est une bonne école de commerce. Elle est souvent en tête des classements des écoles de commerce. Et donc, pour le coup, HEC Paris est à Paris, comme le nom l'indique. Donc, après ces 2 ans à Lyon, j'ai déménagé à Paris sur un campus. Donc, voilà, Dana, ça m'a beaucoup parlé quand tu as parlé de te retrouver dans une école qui n'est pas dans Paris, parce que HEC aussi est à 10 km au sud de la ville. Et donc, on ne vit pas dans la capitale elle-même. Exactement, c'est dans une petite ville de 3000 habitants qui s'appelle Jouy-en-Josas, où il y a un grand campus avec tous les étudiants de l'école et où on fait 3 années d'études spécialisées en business. Donc, pendant cette année, on a un mix de cours, une majorité en français avec quelques cours qui sont donnés en anglais, vu que la Alessandro, filière business en France… c'était combien d'années ta formation à HEC? J'arrive. Il y a 2 années de classe préparatoire et 3 années de formation à HEC. Par contre, il y a une particularité des écoles de commerce, c'est qu'on nous encourage très vivement à faire une pause pendant nos études, ce qu'on appelle une année de césure. Et donc, cette année de césure, l'objectif est de faire des stages pour avoir à la fois la vision académique grâce aux cours qu'on apprend en école et l'expérience pratique grâce à des stages qu'on peut faire pendant cette année de césure. Les formations… Excuse-moi? Où as-tu passé ton année de césure? Oui. Moi, j'ai fait deux expériences en césure. La première, c'était chez Deloitte. Deloitte est une grande entreprise de conseil et d'audit. Moi, j'avais travaillé dans la section audit financier des grandes entreprises. On avait travaillé, par exemple, pour Air France ou pour d'autres grands groupes français. La deuxième expérience que j'ai eue en césure, c'était dans une start-up. Et cette expérience, je l'ai faite en Indonésie, dans une entreprise qui s'appelle Zalora, qui est un site de e-commerce en Indonésie. Donc, et ça fait écho justement à ce que je disais. Les écoles de commerce en France sont très tournées à l'international. Donc, on côtoie énormément d'élèves étrangers. On a des cours en anglais et dans d'autres langues. Et pendant la césure, on nous encourage vivement à faire une expérience à l'étranger. Donc voilà, j'ai fait mes 2 années de prépa, mes 3 années d'école et mon année de césure. J'ai été diplômé en 2016
Et depuis, je travaille dans un cabinet de conseil, toujours à Paris. Et du fait du lycée français, de ta formation au lycée français, tu considères que tu étais déjà bilingue avant d'arriver en France ou bien est-ce que tu as rencontré des différences de langue entre l'enseignement du français tel que tu l'as eu au lycée français et le fait de vivre à Lyon puis à Paris? Ayant passé le bac français, j'étais déjà bilingue, donc je parlais presque parfaitement français. Et de toute façon, pour la filière des classes préparatoires, un très bon niveau de français est nécessaire parce qu'on a des cours, par exemple, de philosophie qui sont donnés en français où le vocabulaire est très technique, très pointu. Et donc, des personnes qui n'avaient pas le niveau en français n'auraient pas pu, au fait, suivre ces cours. C'est spécifique aux classes préparatoires, mais un très bon niveau de français est demandé. De mon côté, justement, vu que j'avais déjà fait le lycée français, je parlais bien français. Cela dit, il y a une grande différence entre le français qu'on apprend au lycée français à l'étranger et le français qui est parlé en France. Je me souviens qu'une grande difficulté que j'ai eue au début, c'était apprendre tous les mots populaires, toutes les expressions idiomatiques françaises que je ne connaissais pas parce que j'avais fait des études dans des lycées, donc des études très théoriques. Donc voilà, la seule difficulté que j'ai eue d'un point de vue linguistique c'était ça, c'était l'adaptation du français parlé dans la rue. On y reviendra tout à l'heure sur la vie justement en France. Merci beaucoup Alessandro. Avec plaisir. Merci Alessandro. Et Bartier, vous êtes avec nous ce soir. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Bartier. Alors, vous êtes aussi kazakh francophone. Contrairement aux trois autres alumni, vous avez effectué vos études en anglais dans une école d'ingénieurs à l'IMT Atlantique à Nantes. Oui. Et c'est vraiment particulier parce que vous avez étudié en anglais, mais vous êtes francophone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours d'apprentissage en France? Oui, avec plaisir. Bon, bah, je suis pas fort en français quand même. J'essaie de faire tout possible de parler un petit peu bien comme les autres ici. J'aime lire en français grâce à ma famille d'accueil qui nous rejoint maintenant de Nantes. C'était Madame Rosaline Detkin et Monsieur Alan Detkin. Merci à vous deux. Alors, j'ai fait le Master 2 en France, à l'école de mines de Nantes. Maintenant, il s'appelle Institut Mines Télécom Atlantique. J'ai fait une formation dans la gestion nucléaire en espérant que je puisse retourner au Kazakhstan et travailler dans le matière de nucléaire et tout ça, parce qu'on a beaucoup d'uranium ici. Mais malheureusement, peut-être je n'ai pas trouvé au boulot ici au Kazakhstan et finalement, j'ai fini par travailler chez BI Group. C'est une entreprise de construction. Alors, je suis gestionnaire de projets. C'est une chose qui est intéressante, mais un peu dure quand même. Mais je suis vraiment fier que je puisse parler français grâce à mes études en France. Et c'est quelque chose, un truc à parler. J'ai fait le bac comme licence aux États-Unis, aussi dans la gestion nucléaire, grâce à la bourse Bolachak. Et c'est pourquoi, après avoir fini mes études en France, je dois retourner au Kazakhstan pour continuer de travailler pour l'État, parce que je dois travailler pour les 5 ans. Alors, c'est mon parcours. C'est-à-dire que vous avez étudié comme Dana, tout comme Dana, dans le cadre de Bolachak. Et est-ce que, la même question pour vous, la seule raison de retourner au Kazakhstan, c'était justement de travailler? C'est ça, exact. C'est la raison D'accord. de travailler pour le boulot, oui. Pour retourner. J'ai encore 9 mois de travail pour l'État. Sinon, est-ce que vous avez compté rester en France pour travailler ou pour un autre séjour d'études? Moi, j'aime beaucoup la vie en France, mais quand même, dans notre matière, dans le nucléaire, c'est pas vraiment facile parce que c'est une matière un peu sécure. C'est un truc un peu important pour l'État.
Donc, pour tous les internationaux, c'est vraiment difficile de trouver boulot dans le marché nucléaire. Il faut être soit en français ou citoyen européen, je crois. Bon. D'accord. Et du coup, pour le français, est-ce que vous aviez des cours de français lors de vos études ou bien c'était grâce à la famille d'accueil, c'était un auto-apprentissage et l'immersion qui a marché super bien? Moi, j'ai pu partir comme 20% peut-être grâce à l'école et 80% grâce à la famille française. D'accord. Oui. Et Bartira, vous avez Oui. appris le français à l'Alliance française déjà au Kazakhstan. Comment est-ce que vous êtes familiarisé avec la langue française sur place, je veux dire, au Kazakhstan? Oui, ma petite sœur qui était aussi alumni de Campus France, elle était boursée par l'ambassade avant moi. Donc, elle a déjà étudié à Nantes. Et un jour, avec ma famille, on a décidé de la visiter à Nantes. Et après, je tombais amoureuse à la culture française dans le pays. Et après, va finir de tourner au Kazakhstan. J'ai donné comme le plan, on rêve de parler français. Mais j'ai seulement 5 mois avant mais postuler comme candidat à la bourse. Donc 5 mois, c'était pas beaucoup quand même. Donc j'essaie de faire tout le possible pour passer l'examen, le TCF. Et après, j'ai réussi environ 311 points. C'était pas grand chose, mais quand même, j'ai essayé de dire à tous les jurys que j'ai fait tout ce possible, mais quand même, si vous donnez une petite opportunité, une chance pour étudier en France, j'ai pu améliorer mon français en plus que ça. Donc, j'étais Et, et vous étudiez dans une alliance française ou des cours particuliers ou à Bolachak? Comment ça s'est fait l'enseignement? Non, Alliance française. C'était l'alliance française Alliance d'où? française De Nour Sultan? à Astana. Astana? Astana, oui. Ouais, à la capitale, oui. Donc, c'est vrai En que pour les 2014. Kazakhstanais qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a 4 alliances françaises au Kazakhstan et 2 Mhm. centres de français aussi à Kostana et Oust-Kamenogorsk qui permettent effectivement d'apprendre le français grâce à un travail quotidien des professeurs de français dans les alliances françaises et qui, depuis, avec le confinement, proposent également des cours en ligne. Donc, vous pouvez toujours progresser en français, même pendant cette période un petit peu délicate. Ah, Voilà. tout à fait, oui, c'est ça. Merci Bartia. Oui, bien sûr. On reviendra à l'histoire de la langue française qui est très proche à vous tous, 4. Alors, Bartiard, Oui. Dana, Lynn et Alessandro, vous avez tous les 4 fait le choix de choisir une université ou une grande école française. Comment est-ce que vous expliquez ce choix? Est-ce que c'était lié à l'excellence de l'enseignement dans les domaines respectifs? Est-ce que c'était lié vraiment au désir d'étudier en France en particulier? Comment est-ce que vous avez fait le choix entre une école française et une école internationale? Par exemple, c'est vrai qu'Alessandro, euh, dans ton cas, par exemple, en particulier, il y avait d'autres écoles de commerce, par exemple en Angleterre, par lesquelles tu aurais pu également passer ou étudier, etc. Et donc, comment est-ce que vous avez décidé de choisir une école en France et non pas à l'étranger? Bon, Jérémy, vu que tu m'as tendu un tremplin, je me permets de répondre en premier. Alors, de mon côté, c'était le mélange du fait de connaître bien la culture française grâce à mes études et d'avoir un niveau de français suffisant. Et le format de la classe préparatoire. Au fait, je cherchais une formation qui soit d'un très bon niveau et assez exigeante, mais qui permette aussi de garder une grande variété de matières. Donc, les classes préparatoires en commerce, notamment, permettent d'étudier pendant 2 ans la philosophie, les mathématiques à un niveau assez avancé, l'histoire, la géographie, l'économie et le business. Donc, ayant passé le bac, un bac scientifique, je n'avais pas envie
de me spécialiser tout de suite et de continuer à avoir cette diversité de matières dans le début de mes études. Ça, c'est un premier point. Et surtout, je n'ai pas vraiment hésité entre la France et l'Italie. J'ai hésité entre la France et le Royaume-Uni parce que je voulais continuer mes études dans un système qui ait une vraie puissance internationale, un vrai rayonnement international. Comme ça, si un jour je voulais partir aux États-Unis ou en Chine ou dans un autre pays européen, j'étais sûr que les écoles françaises et britanniques étaient reconnues à un niveau mondial. Et c'est effectivement le cas. Les universités françaises sont très bien réputées. En particulier, HEC, que moi j'ai fait, m'a permis de trouver un stage en Indonésie avec beaucoup de facilité. Donc voilà, c'est le mélange de la reconnaissance internationale des diplômes français, la diversité des cours en classe préparatoire et le fait que je connaissais bien la culture et la langue française qui m'ont permis de poursuivre mes études en France. Je ne sais pas si c'est une expérience commune avec les autres intervenants. Merci Alessandro. Dana peut-être ou Lynn, est-ce que vous souhaiteriez réagir? Oui, je pense que je partage un peu l'expérience d'Alessandro dans le sens que j'ai également hésité entre l'Angleterre et la France pour mon master. Pour moi, j'étais déjà en train de faire mon stage à l'ambassade de Norvège à cette époque. Et là, j'avais des amis qui avaient également fait son master à Sciences Po Paris. Et je me suis rendu compte que justement, le fait que cette école est très réputée dans l'échelle mondiale peut être une grande aide si on a envie d'avoir une carrière plus internationale. Et également que c'est possible de vivre plein d'expériences internationales avec ce master. Comme moi, j'ai également fait un stage dans 6 mois en Tunisie avec l'ONU, ce qui a été très enrichissant. Et je me souviens que quand je postulais pour ce stage, ce qui m'a peut-être un peu mis à part, c'était d'avoir fait Sciences Po Paris, parce que c'est reconnu dans la plupart des pays francophones en tout cas. Voilà. Et justement, Lynn, si tu pouvais définir pour les Kazakhstanais qui ne connaîtraient pas Sciences Po Paris, euh, Mhm. comment est la vie à Sciences Po Paris? Je veux dire, est-ce que c'est un campus? Voilà, comment est-ce que tu pourrais décrire l'école en général? Qu'est-ce que c'est Sciences Po Paris pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette école? Oui, en fait, Sciences Po Paris, il y a plusieurs écoles. Moi, j'étais à SIA, ce qui est Paris School of International Affairs, ce qui est l'école sur les relations internationales. Il y en a également sur les affaires publiques et d'autres domaines. Sciences Po Paris est située à Paris même, ce qui est un avantage si on a envie de rester dans la ville, dans le 7e arrondissement. Et c'est dans plusieurs immeubles qui est un peu séparés, et puis on marche entre les immeubles, et voilà. Actuellement, ils sont en train de construire un campus qui va être aussi à Paris même, mais ce n'est pas encore le cas. Et pour le cours, c'est très international aussi, surtout s'il y avait je sais pas, une centaine de nationalités présentes. Tout le monde parle beaucoup, beaucoup de langues, même s'il y a quand même une majorité de Français qui sont à l'école. Voilà. Et surtout, je pense qu'un des grands avantages avec Sciences Po, c'est le fait que c'est très international, que c'est très ouvert vers l'international, contrairement aux universités françaises. Donc, moi, j'avais également hésité pour faire mon master à Paris 1, enfin, à la Sorbonne. Mais comme j'ai eu la possibilité de faire l'un ou l'autre, je me suis rendu compte que c'était quand même plus avantageux pour moi, comme je voulais une carrière internationale, de le faire à Sciences Po. Sciences Po aussi, pour rejoindre ce que tu disais, Lynn, Mhm. permet, comme HEC, comme l'a expliqué Alessandro, de faire une année de césure entre le M1 et le M2 et pousse beaucoup les étudiants à faire ce qu'on appelle de la mobilité internationale, c'est-à-dire soit d'aller dans une autre université mondiale, dans un autre Mhm. pays, etc., qui serait partenaire de Sciences Po Paris. Il y en a beaucoup, il y a notamment la Bocconi à Milan, il y a la LSI, London School of Economics à Londres, ou bien de choisir de faire des stages à l'étranger. Donc c'est vrai que ce caractère international de Sciences Po, c'est vraiment une vraie richesse, en tout cas que tu incarnes très bien. Mhm. Merci Lynn. Merci. Dana, Oui, moi, comme j'avais déjà dit, le choix d'université, c'était en ouvrant la liste de Shanghai. Donc, bien sûr, je me basais sur les langues que je connaissais, c'était l'anglais, le russe, donc c'était soit la Russie au Kazakhstan, soit c'était le français. Je pensais à la Pologne parce que je connaissais déjà ce pays. Après tout, on s'est dit qu'en France, les maths, c'était toujours assez fort.
les sciences aussi. Et le gouvernement, il mettait toujours de l'argent là-dedans, même si les Français pensent que c'est pas assez, les scientifiques, mais c'est beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc c'était ça. La langue, le classement des universités, moi, je connaissais pas du tout le système d'école. Et je pense que je l'ai appris après quelques ans d'études en France, parce que chez nous, c'est connu du tout. Donc voilà, c'est très simple. Et puis, j'étais pas très anglo-saxonne, je veux dire, dans le mode de vie. Pour moi, c'était très... je comprenais pas, j'aimais pas l'anglais, comment ça sonne. Ça marchait pas, même si j'avais de très bonnes notes, je peux parler anglais. Moi, je travaille en anglais, mais c'est pas aussi facile, c'est pas aussi... je sais pas, c'est personnel. J'ai rien contre, c'est juste que personnellement, je préfère le français. Pourquoi pas étudier en français, même si c'est la physique et pas la littérature ou quelque chose d'autre. Merci Dana. C'est vrai que pour faire une petite parenthèse sur l'enseignement, il y a deux types de formation dans l'enseignement supérieur français. Il y a les universités et ce qu'on appelle les grandes écoles, les écoles privées. Ça ne veut pas forcément dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est seulement un système différent de recrutement. C'est-à-dire que dans les universités, on va trouver des universités qui sont très sélectives, qui sont effectivement les meilleures, classées au classement de Shanghai, comme l'a dit Tana, etc. On trouve des très bonnes universités qui appliquent d'ailleurs parfois les mêmes critères de sélection pour des formations, les doubles licences, etc., les doubles masters, enfin des formations qui sont très demandées. Et le système des grandes écoles, c'est plutôt un système soit semi-public, soit privé, où on applique parfois public, tout simplement public. Il y a des grandes écoles publiques également, mais c'est ce principe d'un enseignement qui est différent, un enseignement par classe très souvent et pas un enseignement par grande promotion où on sélectionne un petit peu les cours à la carte, comme ça peut être le cas dans les universités, avec davantage de suivi, des plus petits effectifs et un recrutement qui est plutôt lié au concours avec écrit, oral, dossier, etc. Donc parfois, on retrouve des critères. C'est un petit peu, à la fois, c'est des systèmes qui sont différents et en même temps qui se rapprochent. La notion entre université et grande école parfois tend à se mêler un petit peu et on voit plus forcément la différence entre une très grande université très réputée et puis une grande école. Les recrutements sont à peu près les mêmes, donc il n'y a pas de jugement de valeur. Après, c'est vrai que quand on arrive en France, on découvre ce système avec les classes préparatoires, ce système d'enseignement qui est un petit peu différent et qui n'existe, je crois, presque nulle part ailleurs, ce système de classe préparatoire entre le lycée et les écoles. Batirai? Ah oui, c'est environ 75% d'énergie nucléaire en France, c'est produit dans le centrale nucléaire. Alors, j'ai même postulé à Paris, à Grenoble, mais reçu une réponse rapide de Nantes. Et plus, j'ai une famille d'accueil là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'École de Nantes pour faire mes études. Mais en France, avant ça, j'ai fait un Master 1 à Caen, INSI Caen, École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. C'est notre belle région que je trouvais très très belle pour moi, grâce à Camembert et tous les trucs, la cuisine, tout ça. Quoi d'autre, je peux le dire? Concernant le choix justement de la France, vous avez dit que c'était lié aussi à la visite de votre sœur à Nantes C'est ça, oui. et à cet amour pour la France. Ça s'explique aussi par le fait que la France est une grande puissance nucléaire et donc il y a beaucoup d'enseignements très spécialisés. Est-ce que vous avez hésité justement entre la France et un autre pays pour étudier? Peut-être un pays russophone? Euh, pardon, pour mon master? Ou avant? Pour le master. Non, non, seulement à Paris, seulement à Caen, Nantes, et après comme le stage de fin d'études en Provence, à ECOA. D'accord. Très bien. Merci. Concernant l'emploi, Lynn, justement, tu avais décidé de rester en France comme Alessandro.
Est-ce que tu considères que les enseignements que tu as eus à Sciences Po Paris ont été déterminants dans la sélection pour le poste auquel tu as été sélectionné? Oui, tout à fait. Puisque moi, pour mon master, j'avais fait une spécialité en droits humains avec l'option Moyen-Orient et diplomatie. Donc, j'avais quand même choisi des cours qui étaient vraiment sur le chemin pour travailler dans ces domaines-là. Et je pense que justement, ça m'a permis d'avoir une grande ouverture vers des domaines différents. J'ai pu apprendre beaucoup sur la diplomatie, sur les négociations, sur tout ce qui est les négociations dans le domaine des relations internationales, ce qui m'a été très utile pour ce que je fais actuellement. Et moi, je suis spécialiste de droit des conflits armés et des conflits armés en général. Et puisque je travaille dans la défense maintenant, c'est tout à fait utile, on va dire. Ah, Lynn, justement, j'ai une question, mais qui s'adresse à tout le monde. Quel Mhm. conseil de préparation vous donneriez à des étudiants kazakhstanais qui auraient envie de partir étudier en France? Comment se préparer à ce départ des études? Si je peux commencer, je pense que le plus important, c'est quand même la langue. Parce que si tu as envie d'être intégré dans un autre pays, il faut parler la langue. Et pour moi, ça a été le plus dur au début, puisque je ne parlais pas très bien français. Je n'étais pas non plus super confiante pour parler français au début. Et du coup, j'ai mis pas mal de temps pour m'intégrer, pour me faire des amis et pour vraiment profiter de la vie à Paris. Donc, vraiment travailler les langues et confiance en soi un peu aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Alessandro, je ne sais pas si tu m'entends. Mhm. Et toi, comment peux-tu expliquer ce choix d'avoir décidé de rester en France et en quoi ta formation à HEC Paris a été déterminante pour accéder à cet emploi? On dirait. Jérémy, est-ce que tu m'entends bien comme il faut? Oui, oui, je t'entends bien. Parfait. Donc, de mon côté, le choix de rester en France venait essentiellement de deux éléments. Premièrement, une situation personnelle. Donc, ma copine habite d'ailleurs toujours à Paris. Donc, j'ai décidé de rester aussi à cause de ça. Deuxièmement, pendant mes études et même avant, j'ai énormément apprécié la culture française sous plein de points. Et finalement, au moment où j'ai obtenu mon diplôme à Paris, je me suis dit que je me trouvais bien à Paris et que je m'y voyais vivre pendant quelques temps. Euh, je rebondis également sur ta question par rapport au diplôme. Mon diplôme m'a clairement permis d'obtenir le métier que je fais aujourd'hui et qui m'a donc permis de rester en France. En revanche, les formations de commerce françaises sont très reconnues à l'international. Et donc, si jamais j'avais voulu rentrer en Italie, par exemple, ou aller vivre dans un autre pays, je pense que je n'aurais pas eu de difficulté pour trouver un emploi grâce à mon diplôme. Voilà, j'espère Et avoir répondu à la question. justement, quel conseil tu donnerais à des Kazakhstanais qui, eux, souhaiteraient étudier en France? Je dois rejoindre Lynn sur la question de la langue. Mhm. Préparez-vous à un choc culturel linguistique. Effectivement, parler français, c'est quand même un avantage non négligeable. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, surtout si vous faites vos études dans un secteur un peu international, mais toute votre vie sera en français. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est allez-y avec l'esprit ouvert. La culture française est très, très riche, parfois un peu surprenante. Enfin, vous aurez beaucoup de découvertes tous les jours, beaucoup de choses à apprendre. Mhm. Donc voilà, allez-y avec vraiment envie de découvrir, cette envie de faire des rencontres, même si c'est pour la durée de vos études ou même pour plus longtemps. Mais surtout, allez-y, parce que c'est un excellent choix. Moi, je ne regrette pas du tout. C'est des années très très bien. Les formations sont excellentes. Pour peu que vous ayez une université qui vous suit un peu, ils vont vous aider pour trouver des conseils pour votre arrivée, pour le logement, pour comment se déplacer. Et surtout, c'est un très beau pays. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un week-end dans Paris ou un week-end dans le sud, dans les champs de lavande, ou alors aller faire un tour dans la Méditerranée, etc.,
c'est vraiment une occasion unique de faire ses études en France. Donc voilà, mon conseil est sans réserve, n'hésitez pas à partir, même s'il y aura des difficultés, même si parfois, comme le disait Lynn, vous aurez besoin d'un peu de confiance en vous. Je conseille quand même d'y aller. Dana, même question. Quel conseil tu donnerais à des étudiants kazakhstanais qui souhaiteraient partir en France? Bon, beaucoup de conseils. Bien sûr, la langue, mais surtout, il faut savoir que, bon, maintenant, c'est différent. Mais à mon époque et pour les, je pense, 8-10 ans à venir, il y aura ce décalage de 1 an dans les études. Nous, les Kazakhstanais ont fait 11 ans d'études, même si on commence à 7 ans et on sort à 18 ans. Les Français, pareil, mais ils commencent à 6 ans. Là, je pense que en terminale et les dernières années de lycée, au moins c'était le cas pour moi. Peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y avait ce décalage. Par exemple, on n'a pas fait de philosophie au lycée, alors que en arrivant à l'université, tous les gens en ont fait. Donc, tu comprends pas. Bon, pour moi, c'était pas un problème. On était en physique, ok, pas de philo. C'était pour ma culture générale, moi, je pouvais pas discuter là-dessus. Mais pour la physique, les maths, la chimie, je trouve que j'avais des lacunes qui venaient de ce décalage. Mais il faut savoir aussi que moi, je fais un équivalent de bac littéraire parce que j'étais dans une classe où on fait plus de langues, de littérature. Moi, je séchais les cours de physique et de chimie. Et c'était OK dans cette classe parce qu'on était plus langue, littérature et tout. Mais moi, après, j'ai pleuré à cause de ça. Donc, c'était difficile. Il faut vraiment faire une année de révision pendant cette dernière année de lycée si on pense à aller entrer à une école ou une université française. C'est vraiment de combler toutes les lacunes en sciences. Par exemple, si on vise les écoles d'ingénieurs ou les universités, les filières scientifiques, peut-être réviser ou quelque chose en lettres ou quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas consulter là-dessus. Mais pour les sciences, vraiment, il faut avoir un très bon niveau. Bien sûr, il est possible, et moi, je le démontre, il est possible de le faire en étant sur place, sans un bon niveau, mais ça va être juste difficile. Et, Ça représente beaucoup de temps finalement si on beaucoup de arrive sur temps, place. beaucoup de force, donc beaucoup de courage. Donc, vaut mieux le préparer maintenant si vraiment les gens pensent qu'ils vont faire ça. Moi, je ne pensais pas que j'allais faire les sciences. Je me préparais à un management. Donc, les maths, la physique, ce n'était pas une priorité. Mais là, si je peux adresser des questions aux participants, parce que moi-même, là, pour des raisons familiales, je fais une petite étude sur comment entrer les écoles, par exemple les classes prépa. Et hier, par exemple, j'avais contacté mes copines pour qu'elles me donnent un peu des indications là-dessus. Les classes préparatoires, elles ont dit hier, et j'entends ça aujourd'hui, il faut avoir un très bon niveau de français parce qu'il y a un concours de français et il y a, j'ai compris, même les cours de français. Et par exemple, comme moi et Lynn, qui sont arrivées en France avec le niveau B1, et d'habitude, c'est le niveau de départ quand tu viens en France, à mon avis. Si tu as fait juste ça au lycée, est-ce que ce sera suffisant ou c'est vraiment pas la peine? Après, Dana, moi, je peux te donner des éléments de réponse déjà. C'est qu'en fait, en fonction des grandes écoles, il y a des recrutements différents. Par exemple, pour Lynn qui a fait Sciences Po ou pour Alessandro qui a fait HEC, il y a les admissions internationales où on ne va pas forcément exiger d'avoir fait une prépa littéraire, une prépa économique ou une prépa scientifique de 2 ans qui est dans le système français, mais ça va être d'autres critères de sélection.
Et il y a les prépas françaises comme a fait Alessandro, mais c'est un cas bien particulier parce qu'Alessandro, il a étudié au lycée français, il était presque bilingue, mais il a quand même eu le courage de partir seul vivre en France à Lyon sans sa famille pour faire une prépa. Et ça, c'était un autre cas, c'était justement son niveau de langue lui permettait et le fait qu'il avait fait un bac international, mais français également. En fait, il était vraiment dans la cible dite pour intégrer une prépa classique française. En revanche, il y a vraiment plusieurs façons d'intégrer des écoles et si on a un profil d'étranger, on a d'autres voilà, d'autres admissions qui sont permises. Il faut pas forcément faire le parcours classique français d'une prépa après le lycée. Je peux poser une question là-dessus parce que la prépa, c'est juste 2 ans. Je sais que les gens qui ont fait la prépa maths physique, ils ont étudié tout ce que moi j'ai étudié en licence de physique en 3 ans. Ils ont fait ça en 2 ans. Donc, plus 3 ans d'école d'ingénieur, ça va, c'est juste 5 ans. Donc, à mon avis, il est préférable de faire une prépa parce que c'est plus rapide. Alors que si on fait 4 ans de licence au Kazakhstan plus 3 ans en école d'ingénieur, c'est presque faire une thèse. Donc, est-ce que tu penses que c'est ça, c'est ça ce parcours dont tu parles, l'autre parcours des gens qui viennent de l'international, ou il y a des choses plus rapides, mais en évitant la prépa? Après, c'est au cas par cas. Il faut voir vraiment en fonction de chaque école la politique qu'ils mettent en place pour les admissions internationales. Là, je pourrais pas répondre pour toutes les Ok, écoles françaises, oui. mais effectivement, il y a des passerelles. Je pense que Lynn, tu pourrais nous en parler probablement et Alessandro pourra réagir aussi sur les admissions internationales dans les grandes écoles. C'est vrai que ça existe aussi et c'est facilité. Alors certes, ça va être un peu plus long, ce sera peut-être une année de plus par rapport au système, mais en tout cas, ça existe. Lynn? Oui, en fait, Sciences Po, c'est sur dossier quand c'est international. Donc, c'est pas du tout nécessaire d'avoir fait sa licence en France. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait leur master à Sciences Po Paris qui ne parlent même pas français. Parce qu'on a également l'option de faire son master avec que des cours en anglais. Et puis, c'est même valorisé d'avoir un parcours qui est plus international. Donc, même entre les Français, il y en avait plusieurs qui avaient fait sa licence, par exemple, en Angleterre et qui ensuite voulaient faire le master en France. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Puis, je pense que ça dépend un peu de domaine. Dans les relations internationales et la science politique, c'est très valorisé d'être porté vers l'international. Dans le business aussi. Donc, je pense que c'est encore plus facile, peut-être, dans ces filières-là, de le faire. Alessandro pourrait sûrement en parler aussi. Clairement, moi, je veux rebondir juste sur un élément que Dana a mentionné. Je peux donner l'exemple de HEC Paris, donc l'école où j'ai fait mes études. Les admissions internationales se font directement en 4e année, ou plutôt en 2e année. C'est-à-dire qu'à HEC Paris, soit on fait 2 ans de classe préparatoire et 3 ans d'école, soit on fait une licence et après on fait que 2 ans de grande école. Donc, tous mes amis qui ont fait des admissions à la fois françaises par d'autres filières, par exemple, nous avons des gens qui ont fait Sciences Po après les études et qui font un master à HEC Paris ou qui viennent de l'international. Et par exemple, j'ai des amis qui ont fait Bocconi en licence, donc 3 ans parce qu'en Italie, c'est 3 ans, et qui sont arrivés en 2e année d'HEC. Ils font que 2 ans d'HEC. Donc, à HEC, effectivement, il y a un léger décalage par rapport aux classes préparatoires, mais les admissions sur titre ou les admissions internationales se font directement en première année de master, donc en 2e année du cursus HEC. Merci Alessandro. Merci. Bartira, peut-être une question concernant des conseils que vous pourriez donner aux étudiants kazakhstanais qui souhaiteraient étudier en France? Ah oui, bien sûr, je peux donner peut-être 2 conseils. En premier, il faut se préparer à la bureaucratie, qu'on prépare les documentations, tout ça, qu'on prépare le CAF. Et deuxième chose, peut-être il faut chercher en colocation ou les amis francophones pour bien intégrer à la culture, à le groupe, à l'école française, tout ça.
crois, c'est tout. Peut-être que Donc, Oui, j'aimerais bien rebondir sur ce Mhm. dernier commentaire parce que c'est vrai, c'est Ouais. un élément qui, moi, m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai repris contact avec beaucoup de camarades du lycée français du Pérou qui étaient partis faire leurs études en France. Et donc, et pareil, j'avais des amis qui s'étaient installés à Lyon. Et donc, j'ai beaucoup compté sur ces anciens camarades de classe et ces amis que j'avais d'avant pour mon arrivée à Lyon. Pour trouver un logement, pour comprendre un peu comment s'organise la vie dans la ville, tout simplement pour avoir quelqu'un avec qui discuter les premiers temps. C'est un très bon conseil, effectivement. Cherchez à avoir déjà des contacts sur place, des personnes sur place, des amis ou des amis de vos parents ou des amis ou des connaissances qui pourront vous assister, être là et vous aider, surtout sur les premiers 6 mois pour tout ce qui est pratique, tout ce qui est un peu de la formalité et surtout pour vous aider quand vous avez des doutes et des questions. Je pense notamment à un exemple qui me vient à l'esprit. Quand je suis arrivé en France, il me fallait quelqu'un qui donne son compte en banque pour mon téléphone portable. C'est-à-dire que les comptes de téléphone portable sont associés à des comptes en banque. Et donc, j'ai demandé à mes anciens amis de Paris, s'ils voulaient bien que le numéro de téléphone soit sur leur compte en banque. Ça n'a pas eu d'impact pour eux, mais sans ça, j'aurais eu des difficultés pour avoir un téléphone portable. Donc voilà, avoir des contacts sur place, ça aide toujours dès qu'il y a un souci et dès que vous vous sentez un peu seul, c'est toujours une très bonne façon d'avoir quelqu'un avec qui parler. merci beaucoup, Alessandro. Justement, on va continuer avec des questions sur la vie en France, la vie sociale, et je vais laisser la parole à Anar de Campus France Kazakhstan. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup pour vos témoignages et pour vos conseils pratiques qui sont vraiment, vraiment très pratiques. Et là, justement, on allait revenir sur ces thématiques qui sont essentielles pour les jeunes étudiants qui visent à partir. Et peut-être on va revenir sur la question du choc culturel qui a été évoqué déjà ce soir plusieurs fois, qui vous est vraiment proche, à vous tous. Une question adressée à vous quatre. Est-ce que la réalité de la vie en France correspondait à vos attentes de l'image que vous aviez déjà auparavant de ce pays? Est-ce qu'il y avait un décalage entre les attentes et la réalité? Certainement, de ce que je comprends. Et qu'est-ce que c'était exactement? Bon, je peux commencer. Pour moi, le choc, moi, je suis arrivée à la résidence universitaire le samedi, donc je me suis couchée parce que j'étais fatiguée. Et donc, le lendemain, je pensais aller faire des courses parce qu'il fallait manger, je n'avais pas de couverture, rien. Et ben, personne ne m'a dit que le dimanche, c'est fermé. Et tu ne trouves pas à manger. Tu ne trouves pas avec de quoi te couvrir. Et comme c'était une petite cité, toute petite, j'ai marché jusqu'à une station de service pour m'acheter du lait, acheter des céréales. Et donc, c'est ça que j'ai mangé. Et après, il y avait toute semaine d'études, je n'avais pas le temps de faire des courses. Et le samedi, j'ai couru dans un magasin pour me faire des provisions. Donc, là, pour moi, mais comment ça? Pourquoi? Chez nous, au Kazakhstan, le commerce, c'est crucial. Les gens vont ouvrir les magasins, les pharmacies jusqu'à minuit ou ils vont travailler la nuit pour gagner de l'argent et voir ce que, en fait, les Français préfèrent ne pas gagner de l'argent, mais vivre à leur rythme. C'était le choc culturel. Mais c'est bien, c'est pas mal. Même moi, maintenant, j'ai un peu intégré ça dans mes habitudes. Si je reçois un email le dimanche, je ne réponds pas. Mais voilà, ça, c'est quelque chose à quoi il faut se préparer. Je sais que maintenant, ils ont changé ça. Le dimanche, c'est parfois ouvert jusqu'à midi, quelque chose comme ça. Ça dépend des villes, vraiment, oui, vous avez raison. Oui. C'est ça. Après, j'avais pas d'idée en fait comment les gens vivent en France. Voilà. Donc,
tout ça et tout était nouveau. Merci Tana. Ouais. Pardon. Ça m'inspirait aussi. Pour moi, c'était plus les rapports humains, en fait. Parce qu'en Norvège, on ne se touche pas beaucoup. Et quand on salue les gens, c'est très simple. On fait ça. Quand j'arrive dans une soirée, je dis coucou à tout le monde, mais je ne dois pas aller saluer tout le monde ou faire la bise. Et je me rappelle qu'un de mes amis m'avait dit que je semblais très froid et un peu distant parce que justement, je ne faisais pas la bise avec tout le monde. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Donc pour moi, c'est un petit choc culturel de m'habituer à faire la bise en fait. Alors que ça semble tout petit. Et est-ce que toi, comme Dana, tu as intégré cette habitude ou toujours pas? Non, j'ai pris l'habitude. Là, ça fait quand même, je suis sur ma 7e année en France. Donc, j'ai C'était doucement obligé. même si j'ai un peu mal. Mais maintenant, avec le corona, je me dis que les Norvégiens ont raison et qu'après, il y aura moins la bise. Voilà. Et justement, Lynn, est-ce que c'est plutôt l'inverse? Comme ça fait 7 ans que tu vis en France, est-ce que quand tu vas en Norvège, si maintenant c'est l'inverse, on te considère que tu as intégré des comportements de Française? Tout à fait. Et surtout, mes parents me disent que quand j'ai construit mes phrases en français et quand je parle, je suis plus une manière de réfléchir qui est très à la française. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis qui parlent français. Enfin, une grande partie de mes amis qui parlent norvégien aussi parlent également français. Et du coup, je peux facilement sortir plein de mots en français sans me rendre compte que je mélange plusieurs langues. Donc, c'est clair qu'il y a eu un lavage de cerveau. Merci. Merci Lynn. Et Bartiar et Alessandro, vous avez des choses à rajouter sur le choc culturel que vous aviez peut-être eu? Alessandro, De vas-y. mon côté, ma situation est un peu particulière parce que je connaissais déjà bien la culture française avant d'arriver en France. Euh, je dirais que d'un côté, une bonne partie des avantages de tout ce qu'on nous avait promis en arrivant en France, donc avec une vie culturelle par exemple, qui est très très développée, tout ça c'est vrai. En revanche, il y a aussi comment dire, des spécificités culturelles françaises qu'il faut intégrer pour vraiment s'intégrer dans la société. Je pense par exemple à euh, tous les chanteurs français qu'il faut connaître quand on arrive en France, à tous les footballeurs français qu'il faut connaître. Et donc, pour moi, le choc culturel était vraiment le besoin d'intégrer tous les éléments d'une culture qu'on ne peut pas apprendre à l'école et qu'on peut apprendre seulement en parlant avec les gens. Et je me suis rendu compte au fait que ça prend du temps, que c'est un peu difficile, mais ça prend du temps et ça finit par venir. Mais au début, c'est un peu déroutant. Parce qu'en tant que personne internationale, on arrive avec des références internationales ou de notre propre pays qui ont du mal à s'intégrer dans les discussions, dans les réflexions, qu'ont les Français entre eux. Donc, il a fallu pour vraiment s'intégrer, comprendre un peu tous ces codes sociaux. Et c'est un peu difficile au début. Mais encore une fois, c'est ce qui fait la beauté des séjours à l'étranger, c'est les échanges culturels avec des gens différents qui pensent différemment et qui ont une autre façon de vivre. Oui, tout à fait, Alessandro. C'est vrai que c'est ça un grand avantage de la mobilité académique. C'est le fait d'être cosmopolite finalement. Bartia, est-ce que vous avez vécu des chocs? Bien, bien sûr, toute ma vie en France est un choc culturel. La première chose que je n'ai pas l'habitude, c'est de voir les hommes qui font des bis chaque fois entre les hommes, que je n'ai pas habitué à ça. Une autre chose, c'est quand tu manges le camembert, le fromage, c'est un odeur que je n'ai pas habitué. La troisième chose, c'était le greffe, ils sont partout parce que je n'étais pas habitué ici au Kazakhstan. J'ai jamais vu dans ma vie un greffe au Kazakhstan, mais de chaque semaine, chaque week-end, c'est un greffe en centre-ville en France, à chaque ville. Et la quatrième chose, par exemple, quand tu vas arrêter le service comme de téléphone, de portable, il faut envoyer le message, lettre
de la poste. Bon, révise, comment ça s'appelle? J'ai oublié ce nom. Une lettre avec accusé de réception. Voilà, c'est ça. Donc même j'habitais en face La poste. office de portable, comme office de téléphone, je peux aller là pour terminer mon service, mais elle a dit non, c'est pas possible, il faut aller à l'autre côté de la ville, de Catillette, pour envoyer le message sur le poste. Donc ça, c'est mon choix culturel. C'est ça. Ça, c'est un élément qui est très, très vrai. Et je pense que plus j'ai... Alessandro, on t'entend? je me souviens... Oui. Ah, allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, c'est bien. Oui, là, c'est bien. Parfait. Je disais que la réflexion de Batihad est vraie. Ça s'insère dans une dimension plus générale. La France est un pays qui est très bureaucratique, où il y a beaucoup de procédures, de bureaucratie, où effectivement, il faut aller à tel bureau, mais à tel bureau, on nous renvoie à tel autre endroit. Et parfois, ça aussi, c'est un peu surprenant. Parfois, il faut faire beaucoup de démarches et beaucoup de documents pour avoir un téléphone ou pour ouvrir un compte en banque. Et ça, c'est un peu déroutant. C'est vrai. Je me reconnais tout à fait dans ton commentaire. Merci, merci beaucoup. Mais c'est vraiment intéressant quand même, la vie en France. J'adore ça. Mais parfois, il y a quelques trucs, quelque chose qui ne sont peut-être pas habitués. Bon, on peut dire alors que la vie en France a changé votre vision du monde en quelque sens. Peut-être vos habitudes, comme le disaient Dana et Lynn, comme Lynn et Alessandro, vous habitez en France, effectivement, vos habitudes sont changées. Et par rapport à votre vision du monde et votre rapport au monde, qu'est-ce qui a peut-être changé à partir de ce moment où vous êtes entré en France et ce qu'il y avait peut-être, c'est peut-être en détail ou peut-être dans le sens plus large? Ben, moi, je pense que... je peux? Pardon? Oui, Dana. Oui, je pense que ma personnalité, elle s'est formée en France parce que j'ai quand même vécu à un âge où on devient adulte et ça m'a beaucoup influencée. C'est vrai qu'en revenant au Kazakhstan, c'est là où j'ai eu un choc culturel parce que tout ce qui était en France, je l'ai intégré parce que je grandissais, même si j'avais déjà 18 ans. Et c'est au retour que j'avais le choc culturel. Et c'est vrai que je continue de regarder les news français, les stand-up français. Par exemple, je ne regarde pas Comedy Club russe, que tous les Kazakhs regardent. Je regarde Topito, je regarde les stand-up français et je comprends ces blagues, ça me fait rire. Et quand je discute avec des gens, je me dis, hop, il faut quand même que je regarde les news kazakhs parce que je pense que je ne suis pas au courant de ça ou ça. Moi aussi, je travaille dans un milieu international et je n'ai pas trop besoin de savoir qu'est-ce qui se passe et surtout que je travaille en astrophysique, c'est encore plus loin de ce qui se passe dans le monde. Donc, mais c'est vrai que la vision du monde, elle est plutôt française, mais elle n'est pas 100% française, c'est sûr. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais heureusement, j'ai des amis français, et je peux les écrire. Mais pourquoi les Français font ça? Pourquoi il y a ça qui se passe dans la politique? Pourquoi il y a ça? Et ils m'expliquent toujours. Mais c'est vrai que la vision des choses, les règles, par exemple, bon, les Kazakhstanais savent qu'au Kazakhstan, on peut contourner une règle ou bien on peut parfois fermer les yeux sur des choses. Moi, je ne savais pas le faire quand je suis arrivée. Même en partant de Kazakhstan, j'étais bizarre, je suivais toujours les règles. En arrivant de la France, j'étais encore plus stricte à suivre les règles. Mais là, quand Alessandro il a parlé de la bureaucratie et de démarche d'un bureau à l'autre, je me suis rappelé un cas qui était très important dans mon parcours
deux cas en France, qu'en France, il y a aussi ce côté humain qui est... c'est pas écrit dans les règles. Les Français, souvent et d'habitude, suivent les règles. Il faut faire ça, il faut faire ci. Mais il y a vraiment un côté humain qui aide. Peut-être c'est comme ça qu'on peut survivre cette bureaucratie. Par exemple, quand je voulais... je changeais d'une université à l'autre. Je voulais déménager dans Paris, mais il n'y avait pas de place dans les résidences universitaires de Paris. Oui, et là, il y a un conseil aux Kazakhstanais qui veulent aller étudier en France. Évitez Paris si vous voulez vivre dans un campus universitaire parce qu'il n'y a pas de place. D'habitude, il n'y a pas de place. Mais à un moment, après 2 mois, j'étais désespérée. Il y avait juste une dame qui a dit « Ah voilà, il y a une place qui est libre. T'es là, on va te faire donner cette place. » Moi, c'était un moment très heureux de mon parcours parce qu'elle a vu que je suis en galère. Je fais des allers-retours de 30 km ou 40 km en RER. Je suis fatiguée, je suis crevée. Voilà, c'était comme ça. C'était juste un petit contournage peut-être. Peut-être c'est pas bien dire officiellement ça, mais c'est mon cas personnel. Et les Français, ils aident beaucoup dans ces bureaux, dans ces mairies, dans les préfectures. On va toujours trouver quelqu'un qui est gentil, qui va pas contourner des règles, mais qui va t'aider à te débrouiller pour trouver une solution pour toi. Et ça, c'est vraiment très bien. Je trouve ce côté humain, il aide vraiment. D'accord. Je vois, c'est votre vécu qui vous a beaucoup changé en fait. Merci Dana. Lynn, peut-être. Oui, justement, ce que vous avez dit avant, ça m'a fait réfléchir que justement en France, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions parce que les Français adorent faire grève, d'être un peu révolutionnaire et en même temps, c'est très traditionnel dans quelque sens. Il y a beaucoup de normes qu'il faut respecter, les formules de politesse, l'hierarchie. Surtout moi, je me souviens quand j'étais à la fac et que j'ai essayé de parler avec un de mes professeurs une fois et que je le tutoyais sans réfléchir puisque c'était au début de mon parcours, je ne parle pas très bien français. Et il m'avait critiqué, il avait hurlé devant tout le monde comme quoi j'étais respectueuse. Alors qu'en Norvège, jamais ça aurait pu se produire. On tutoie tout le monde, on s'ajoute sur Facebook, c'est vraiment très cool. Alors que les Français, il faut quand même garder une certaine distance, même si on a envie d'avoir ce côté rebelle. Voilà. C'est vrai que c'est un peu, ça peut paraître un peu dépaysant de se tutoyer avec un professeur. Ouais, je pense que c'est encore plus vrai pour les Kazakhs qui sont issus du Grave. Ouais. Une autre histoire. C'est vrai. Merci Lynn. Partiard et Alessandro, est-ce que vous avez vos visions du monde qui sont peut-être pas totalement bouleversées, mais qui sont changées après votre séjour et lors de votre séjour? Alessandro. Je dirais qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'on est confronté à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de différent, mécaniquement, on se remet en cause soi-même. Donc, quand on arrive et on veut manger des fruits au début du repas, et les Français vous disent « mais non, les fruits se mangent à la fin du repas », ça nous oblige à nous poser des questions et à comprendre et à identifier au fait qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné, qu'est-ce qui est entre guillemets normal pour tout le monde et qu'est-ce qui est une norme culturelle qui vient de notre éducation, de notre culture et ainsi de suite. Et donc, je dirais que venir étudier en France, mais de façon plus générale, faire un séjour à l'étranger, permet de retrouver un peu d'humilité et de se dire, mais peut-être ça, c'est pas comme ça partout. C'est juste ma culture, c'est ma façon d'être qui font que c'est comme ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui permet d'être beaucoup plus tolérant envers des autres. Quand on ne comprend pas, c'est probablement parce qu'il y a une raison culturelle derrière. Et voilà, moi je dirais qu'il y a ça comme élément qui a beaucoup alimenté ma façon de voir le monde de façon plus globale, dans mon approche à quelqu'un que je ne connais pas, à une autre culture, à
voilà, à quelqu'un d'autre. Après, dans le quotidien, effectivement, il y a beaucoup de petits éléments de la culture française qui sont entrés en moi juste en vivant en France. Un exemple classique, et on a beaucoup parlé de nourriture, mais parce que la nourriture en France est vraiment excellente. C'est en arrivant en France, je ne mangeais pas de fromage. Maintenant, j'adore ça. Au tout début, quand on ouvrait un roquefort et l'odeur du roquefort se répandait dans toute la pièce, j'étais triste. Et maintenant, ça me fait plaisir. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui sont très agréables et auxquels on se laisse aller très facilement. Je profite également de cette intervention pour vous annoncer que malheureusement, je dois retourner au travail. On a une réunion qui commence très bientôt. J'ai envoyé à Jérémy mon adresse email. Il va la poster sur la discussion. À toutes les personnes qui sont présentes dans ce live, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je répondrai peut-être pas tout de suite, mais je vais faire vraiment tout ce que je peux pour vous aider et répondre à vos questions en fonction du temps. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Moi, j'étais à votre place à réfléchir, à faire mes études en France il y a quelques temps et je sais à quel point avoir quelqu'un qui est là pour vous parler, pour vous aider, pour vous répondre à vos questions est important. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'écrire par mail. Merci beaucoup, Alessandro. Merci à vous. Bonne continuation. Et Bartia? Oui, alors je peux ajouter un petit chose. Quand j'étais avec mes colocations, avec mes colocs à Avignon, on avait beaucoup de repas sur les terrasses avec un bon vin, avec fromage. Et après, je tombé amoureuse de boire du vin. Une autre chose que j'étais étonné par la façon comme le français séparait les déchets. Parce qu'on ne peut faire ici au Kazakhstan, mais là-bas, on peut séparer le verre, le métal, ou le papier. Et une autre chose que j'étais étonné pour voir le déchet pour organique, pour faire le déchet, comment? Le compost. Le compost, voilà, le compost. Même le grand magasin comme Carrefour fait le même truc, le bois spécial pour le déchet organique, le compost. Donc, j'essaie de faire ça ici au Astana aussi parfois. Donc, c'est un bon truc. Je crois que c'est un bon avis. Habitude, Oui. Habitude, voilà. Bon, merci. Merci, Bartia. Oui. Et peut-être avant de passer aux questions plus pratiques, qui étaient aussi très souvent invoquées lors de nos échanges, on va répondre à la question de Amina qui était posée. Il y a Amina qui nous pose la question sur la fréquence des examens en master. Combien d'examens on passe normalement à l'université en général? Ça dépend de la filière. À Sorbonne, par exemple, j'avais 8 cours par semestre et on avait des galops. Donc, c'est des examens qui sont au milieu du semestre et ensuite, il y a des examens finaux au fin de semestre. Donc, pour chaque semestre, ça va faire 8 examens finaux et 8 examens qui sont au milieu. Et puis, à Sciences Po, c'était à peu près pareil. Il y en avait un peu plus parce que je prenais plus de cours, donc peut-être 9. Voilà. D'accord. Et Lynn, juste une question qui suit. Il y avait beaucoup d'examens oraux à Sciences Po? À Sciences Po, oui. Ça dépend de tes cours. Pour moi, comme j'avais fait pas mal de cours sur la diplomatie, les négociations, etc., c'était naturel qu'on avait beaucoup d'examens à l'oral. Mais pour d'autres cours, il y en a plus qui sont à l'écrit. Et pour les langues, il y en a toujours les deux. D'accord, super. Merci Lynn. Avec plaisir. Alessandro, il n'a pas. Oui, j'espère que vous êtes encore là. On a répondu à votre question. Je pense qu'elle est encore là. Alors, on va peut-être passer aux questions pratiques de votre vie étudiante. Vous avez déjà parlé du fait que la France peut paraître un peu plus bureaucratique que d'autres pays. Et justement,
qu'est-ce qui était, quelles étaient les démarches que vous avez dû effectuer avant de venir et pour venir justement pour vous inscrire en France, à l'université, à l'école? Qu'est-ce qui a été comme démarche à prévoir? Alors, je peux en parler, même si c'est assez loin. Oui. Il y avait un dossier à faire, un dossier blanc, bleu, une couleur, un dossier à préparer. J'avais fait ça à l'Alliance française d'Almaty. Mhm. Donc, il fallait écrire la filière, les universités. Donc, il y avait 3 choix d'universités. Et puis, on envoie ça et ça doit être fait en hiver. Je pense que c'était en février ou peut-être mars. Et en plus, à l'intérieur, il fallait mettre une enveloppe pour la lettre de retour. Et moi, j'ai eu ma réponse. Donc, la première université m'a répondu, c'était en juin. Et c'était écrit, voilà, vous êtes admis. Et c'est tout. Donc, il y avait l'examen à passer. Pour moi, c'était le TCF. Je pense que les gens, ils optent pour le DALF, mais moi, je connaissais que le TCF. J'ai fait le TCF. Après, donc, c'était ce dossier fait à l'Alliance française, blanc, bleu ou autre couleur, en février. Et puis, 3 ou 4 mois après, il y a les réponses. Je sais maintenant que c'est un peu changé. On a même la possibilité de postuler de façon électronique. Je pense que c'est génial, c'est super parce que vraiment, en France, on peut faire un business rien qu'avec les enveloppes à vendre. Il y a beaucoup d'enveloppes à envoyer à chaque fois. Et ça, c'était dans le cadre de votre licence, Dana. Et quand... Oui. Ah non, ce qui est bien en France, ou bien, je pense que c'est bien dans tous les pays, dès que tu es entré dans le système, c'est assez rapide, c'est assez facile de passer d'un niveau à l'autre, de migrer d'une université à l'autre, faire les dossiers. Donc, il faut juste, à chaque fois, c'était envoyer par courrier les notes, une lettre de motivation ou bien une demande de dérogation. Et c'est tout. Donc, et par exemple, pour postuler à la bourse gouvernementale pour pouvoir faire de la recherche, pour faire la thèse, c'était aussi assez facile. Je pense que c'est même le secrétariat du master qui nous aidait à constituer le dossier. Au moins, ils nous ont imprimé les choses qu'il fallait imprimer. Nous avons juste rempli. C'était... Après, il faut juste entrer dans le système et après, on comprend. Vraiment, mais entrer dans le système, c'est assez difficile. Je pense que Campus France facilite les choses. Mais à mon époque, je ne connaissais pas. Donc... Et Dana, peut-être, juste pour finir avec Dana, la question la plus importante qui inquiète, peut-être pas inquiète, mais qui occupe les étudiants, les candidats, c'est la question du logement. Comment ça c'était pour vous? Bon, comme moi, j'avais cette bourse Bolachak qui, eux, ils avaient des accords avec le CNUS et le CRUS. À Paris 11, j'avais une place dans la résidence universitaire. C'était 9 mètres carrés. Les toilettes, il fallait les toilettes pour 3 personnes, je crois. Et par exemple, je sais qu'au Kazakhstan, les étudiants sont habitués à vivre, c'est divisé par sexe. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Alors qu'en France, non. Moi, j'étais dans le même compartiment avec deux gars de Mauritanie. Et ils avaient 25 ans, moi j'avais 18 ans, donc une grosse différence. Et même un, il était illégal, mais moi, je m'en foutais. Donc, c'était bizarre, mais bon. Oui, et pour le logement, j'étais en galère pour trouver un logement à Paris, dans Paris. Et j'ai eu, je vois Bartial qui, qui danse avec la tête, oui.
Et moi, j'ai eu la chambre, donc c'était un studio dans Paris, mais c'était 18e arrondissement, tout nord de Paris. Donc, il fallait prendre le métro, faire des changements pour arriver jusqu'à la fac. Et si j'avais pas cette bourse, j'aurais jamais eu de résidence universitaire dans Paris. C'est vraiment non, non, non. Et comment? Non, non, c'était juste Andri. Ah, oui. Et c'est pour ça, en fait, aussi, la raison pour laquelle que j'ai changé pour Toulouse. Parce que pour mon master, j'avais pas de bourse. C'était mes parents qui m'aidaient à payer les études. Et donc, j'ai trouvé un studio. J'ai pas encore déménagé là-dedans, mais c'était un studio tout petit. La fenêtre, elle était dans le plancher. Donc, il n'y avait pas de fenêtre. Et c'était, bon, c'était pas très bien. Je me suis dit non, le master qui n'a pas un programme que je veux, le logement qui me plaît pas et qui est hyper cher, je me barre. Et Toulouse, j'ai eu tout de suite la résidence, même si j'avais la chance avec cette résidence. Après, pour trouver d'autres logements, c'était aussi un peu difficile, mais si tu peux te payer ce logement, c'est bon. Alors que moi, à Paris, je fais les queues, il y a les queues juste à déposer ton dossier. Tu es, là à 40, il y a 40 étudiants. La majorité sont avec leurs parents. Et là, tu n'as pas de chance. Vraiment, c'est pas possible. Donc, Est-ce que Dana, vous avez pu profiter des aides sociales au logement? Oui, ça, c'est vraiment quelque chose de génial en France. C'est qu'il y avait ces aides au logement qui, moi, ça me couvrait 30 à 40% du loyer pendant la licence et master. Bien sûr, en thèse, ça ne couvrait pas parce que en thèse, tu es considéré comme un salarié et tu paies les impôts. Mais pour la licence et le master, oui, c'était vraiment très bien. Même si constituer le dossier, c'est une expérience en soi. Mais après, c'est vraiment bien. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais c'est vraiment très, très, très bien. Rassurez-vous, il y a toujours des aides sociales au logement, heureusement, aux élus de la France. Merci Dana. Eline? Oui, je voulais juste dire que je vais devoir vous quitter aussi, mais j'ai laissé mon email avec Jérémy. Donc, si jamais quelqu'un a des questions qu'on n'a pas pu aborder pendant ce live, ou si vous voulez me parler de Sciences Po ou la Sorbonne, je suis présente par email. Voilà. Et, donc, merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, pardon, je n'ai pas activé mon micro. Bartia, je vais poser la question à vous maintenant pour votre logement, l'histoire de votre logement et peut-être les aides sociales aussi. Donc, vous avez profité. Oui, donc par rapport à les autres, j'ai fait mes études en anglais et quand nous sommes les internationaux à l'école de faire toutes choses possibles pour nous aider, de faire trouver le loger. On habitait sur le site universitaire à Caen et à Nantes aussi. Mais pendant le fait de stage, il faut trouver un logis. C'était un peu dur parce qu'il faut voir un garant d'une citoyenne française. Et grâce à mon entreprise qui m'a aidé d'être devenu mon garant pour m'aider. Et je peux trouver facilement loger dans la colocation et tout. Oui, je postule aussi pour la CAF pour aider comme aide sociale. J'ai reçu environ peut-être 160 euros par mois. C'est une bonne chose aussi. J'ai payé 400 et j'ai reçu 160 euros.
Donc, ça me donne un petit peu trop pour acheter comme nourriture et tout, faire les courses et tout ça. Et on a voyagé un petit peu. Donc, il faut trouver comme le bureau international à l'école qui peut vous aider pour compléter tous les documents. Tout ça, donc, c'est mon conseil pour étudiants du Kazakhstan. C'est-à-dire que vous étiez accompagné dans vos démarches administratives pour le dossier et pour les autres questions. Oui, c'est ça, carrément. D'accord, c'est bien, super. Et peut-être une des dernières questions qui concerne plus les questions pratiques, mais est-ce que vous, vous êtes rentré au Kazakhstan, mais est-ce que vous gardez toujours les contacts avec les amis français que vous avez probablement fait en France, Dana et Bartier? Dana, s'il vous plaît. Oui, oui. Alors, je garde le contact avec certains de mes amis français. Même, j'ai participé à un mariage français. C'était une belle expérience. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien quand je m'en souviens. Je garde un contact assez permanent avec mes copines de master. Comme j'ai dit déjà hier, j'avais fait un petit Skype avec elle, rien que pour demander comment ça se passe dans les prépas, comment faire. Même si elles n'ont pas fait d'école d'ingé, elles travaillent avec des ingénieurs, donc c'est pour ça que j'ai posé des questions. Oui, je garde surtout le contact avec mes collègues de l'Institut de recherche parce que je travaille en collaboration avec eux. On a des projets communs et voilà, vraiment, je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer de merveilleuses personnes avec qui je garde contact. Super. Merci, Dana. Martia? Et moi, je garde seulement le contact avec, je suis en courant avec mes collègues de stage. Et car j'ai fait mes études en anglais, donc j'ai encore les amis anglophones, internationaux partout au monde. Mais quelques étudiants français avec qui mes amis français, les francophones de l'école, qui me suivent sur Instagram. Tu as des nouvelles de ta famille d'accueil? Comment? Et la famille d'accueil que tu avais à Nantes, tu as des Ah oui, nouvelles? aussi, toujours, ils sont toujours avec nous. Maintenant, Diatkin, Madame Rosaline peut-être nous écoute et entend un peu, peut-être. Salut, Madame Rosaline, comment ça va? J'espère qu'elle est avec nous. Oui, je vois qu'elle est connectée. Oui, merci. Merci beaucoup, Dana et Bertier-Faye. Avec plaisir. Il y a une question peut-être ici pour Johnny Sally. Parmi nous, il y a Johnny Sally, un très Ouais. fort compétiteur. Tu veux partager un peu ton parcours? Je n'ai pas la question, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous travaillez où maintenant? Moi, je travaille chez BI Group comme gestionnaire de projet. Et en tant que qui? Comme gestionnaire de projet, project manager. Okay. Est-ce que vous utilisez la langue française dans votre... Jamais. Il n'y a personne avec qui je pratiquais, donc seulement grâce à Campus France. Je tiens en courant avec le francophone et parfois avec mes amis. Il y a de nouveaux projets dans le BI Group qui s'appelle BI Tech avec Amir Khan Omarov. Ah, super, c'est super, oui. Vous le connaissez? Oui, je le connais, oui. Il travaille avec mon collègue. Il est super intelligent. Ok. Super. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours séjour en France en programmeur? Comment? Un petit peu. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours en France, séjour en France, comme tu travailles comme programmeur? Vous me connaissez?
Est-ce que tu peux, un petit peu, si tu veux parler un petit peu? Ah, je ne, je suis très, hum, comment on dit, euh, Surpris? surpris, oui, oui, je suis très surpris. Ah, ok, je, j'ai eu un stage dans une compagnie informatique, c'est la startup, petit startup, il est localisé à Lille, c'est le nord de France, et moi, je, je travaillais 6 mois et je développais l'application web pour le startup. Notre idée, c'est euh, aider les gouvernements pour collecter l'argent, taxes, parce que les voitures utilisent les roues et nous collectons les, euh, les chauffeurs payent avec carte bancaire sans utiliser l'argent physique. Et c'est très, très confortable. Et, et maintenant, je suis venu au Kazakhstan et je continue à étudier à l'université de Souleymane Demirel. Et je aussi apprendre le français là. Avant de venir en France, je ne parlais pas français. Et les compagnies, les startups m'ont payé à mes cours de français. Et si les technologies de startup, on utilise le Python, c'est le langue de programmation. Vous savez le Python? Oui. Le plus populaire. Bon, merci, Merci. Jonas Ali. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à tous. Merci Dana, merci Patricia, merci Alessandro et Lynn pour votre participation. Merci à ceux qui ont suivi. Dites-nous en message si vous souhaitez qu'on renouvelle ces rencontres lundi prochain avec d'autres intervenants, des Américains, des Marocains, des Suisses francophones qui pourraient présenter leur parcours. Dites-nous aussi en commentaire sur les réseaux sociaux voilà, si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à suivre le reste de la programmation que nous mettons en place. Campus France a déjà fait une rencontre avec l'ambassadeur la semaine dernière. Nous organisons aussi l'ambassade de France au Kazakhstan et l'Alliance française de Nour Sultan un certain nombre d'événements, notamment des événements littéraires le jeudi, le marathon littéraire. Et vous pouvez actuellement voter pour choisir le thème du prochain marathon littéraire entre Baudelaire ou Rimbaud, puisque ce sera sur le thème de la poésie francophone. Et les week-ends, nous avons les rencontres culturelles. Pour la semaine prochaine, je propose de rencontrer Maxime Pascal, qui est compositeur et chef d'orchestre, dont l'orchestre Le Balcon devait jouer au Kazakhstan avant que le confinement soit mis en place, et dont j'espère qu'ils pourront venir en 2021. Merci à Campus France d'avoir organisé cette rencontre avec les alumni. Merci Jérémy. Merci à vous tous d'avoir participé. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. À très bientôt, Merci. au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.